tout le monde, donc c'est Jean-Pierre. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation pour les webinaires de ScholarVox Université. C'est donc je dirais la deuxième séance de ces webinaires de juin. La précédente avait eu lieu la semaine dernière et était consacrée à l'économie-gestion, sciences politiques et emploi-métiers-formation. Là, c'est donc la séance qui va être consacrée aux sciences humaines et sociales. Donc, il y a un programme évidemment assez chargé pour cette petite matinée. On se retrouve autrement dans 15 jours pour la partie sciences. Donc, juste avant les vacances d'été, il y aura le sciences, santé, médecine. C'est la séance du 26, si j'ai encore compté, 26 juin, je pense. Mais en tout cas, c'est ça juste avant l'été. Autrement, pour la partie sciences humaines, je peux d'ores et déjà vous annoncer la date du prochain webinaire qui aura lieu, si je ne vous dis pas de bêtises, le 16 octobre à 11 heures. Donc, on reprend les séances pour les universités après la DBU. Donc, la semaine d'avant, le 16 octobre, ce sera la séance consacrée à l'économie-gestion. Et après, le 16 octobre, donc le 23, ce sera celle aux sciences, consacrée aux sciences. Point important également, vous savez que je vous envoie toujours un petit mail récap avec les liens vers les sélections que j'ai préparées pour aujourd'hui, plus le replay, plus le lien aussi vers la séance d'aujourd'hui. Donc, enfin, de la séance du 16 octobre, pardon. Donc, vous recevrez tout ça, évidemment, dans la matinée. Par contre, concernant notre chaîne YouTube, c'est un point important. Notre chaîne YouTube est en train de déménager. Donc, on est en train de développer une nouvelle chaîne YouTube. Donc, la vidéo que vous êtes en train de regarder sera disponible dans les semaines qui viennent sur notre nouvelle chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai le lien. C'est une chaîne qui s'appelle Kantouk, qui est en rapport évidemment avec le fait qu'on va changer de plateforme également dans les semaines qui viennent, donc pour la rentrée. Donc tout ça, on est en train de le développer. Donc on commence à mettre des vidéos sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et donc je vous enverrai aussi le lien de cette nouvelle chaîne YouTube. Et quand la vidéo sera en ligne, vous serez informé qu'elle sera disponible là-dessus. Alors pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne parce que comme ça, vous raterez aucune vidéo. Et puis, l'ancienne chaîne, celle de Cyberlibris, ne sera plus actualisée, mais reste malgré tout ouverte. Donc, il y aura toujours les anciennes vidéos qui seront présentes dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail par rapport au petit message que je vous envoie. Pour les personnes qui suivront la séance sur YouTube, vous retrouverez tout en description de la vidéo. Au niveau du plan, pour aujourd'hui, donc je vais faire un point sur un nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue, et puis quelques mises à jour éditeurs, et après on va passer aux sélections thématiques comme d'habitude. Donc il y aura une petite sélection en art, en géographie, en histoire, lettres, philo, psychosociaux et sciences de l'éducation. Ça fait 7 thématiques normalement. Voilà un petit peu le cheminement de cette séance. Donc on va pouvoir démarrer, et puis je vous souhaite une bonne séance. Donc, on va pouvoir démarrer. Je coupe ma vidéo. Voilà. Et on va, commencer avec le catalogue, le nouvel éditeur. C'est les éditions Faber. Alors, j'ai deux liens à vous présenter concernant les éditions Faber. Il y a concernant les sciences de l'éducation, d'une part, parce que c'est un éditeur qui publie des ouvrages autour de la pédagogie, de l'orientation, mais aussi de la psychologie, de la place de l'enfant dans notre société. Donc là, c'est 19 titres qui sont en rapport avec les sciences de l'éducation. Donc, il y a 19 ouvrages qui sont rentrés. Ils sont publiés entre 2014 et 2025, ces titres. Donc, on retrouve par exemple Je crée mon école comme titre. L'école et l'intelligence artificielle, le pouvoir du réflexe à l'école. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui vont intéresser évidemment en sciences de l'éducation, réinventer l'école également aussi, qui est disponible. Faber aussi produit, comme je vous l'ai dit, des ouvrages sur la psychologie de l'enfant. Donc en psychologie-sociologie, on a aussi une sélection
avec cet éditeur, 27 titres là pour le coup, publiés entre 2014 et 2025 également. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Faber, c'est un éditeur qui est assez ancien et qui a commencé à publier, je pense, des ouvrages fin des années 80, début des années 90. Donc là, on commence à accéder à leurs ouvrages qui sont disponibles en format numérique. Donc, en psychologie, principalement psychologie de l'enfant, on retrouve l'enfant pris dans la tourmente du conflit familial, qui est présent ici. Il y a autrement, j'avais sélectionné de l'emprise à la résilience, Dessine comme tu manges, par exemple. Et puis, dans la même pensée que l'ouvrage L'enfant pris dans la tourmente du conflit parental, les jeunes en voie de radicalisation aussi. Donc, on accueille donc les éditions Faber. Vous retrouverez, j'espère, des mises à jour prochainement. Pour l'instant, ils ont commencé à travailler sur ces sélections-là. Donc, n'hésitez pas à les consulter, ces titres-là, pour voir un petit peu s'il y a déjà des choses qui peuvent intéresser les étudiants. On va rebondir tout de suite sur la psychologie et un éditeur dont je vous avais parlé dans un webinaire il y a longtemps, il y a un peu plus d'un an et demi, qui avait commencé à nous incorporer des ouvrages, mais qui avait été silencieux jusque-là. C'est les éditions Imago. Imago a commencé à nous faire des grosses mises à jour. Et en psychosociaux, principalement en psychanalyse et psychologie, il y a pas mal de choses. Donc, on a une cinquantaine de titres de chez Imago, avec des ouvrages récents, mais aussi des titres de fond dans cette sélection. Il y a les écrits sur Freud et la psychanalyse de Jung, par exemple, qui apparaît ici. La chance au prochain tirage sur l'addiction au jeu d'argent, qui apparaît ici. Dialoguer avec son inconscient, toujours dans la psychanalyse jungienne. Donc, il y a pas mal de choses en psycho de présent chez Imago. Donc, vous retrouverez cette sélection, évidemment. Là, il y a 50 titres, il y a quand même de quoi faire. Et toujours chez Imago, c'est en histoire, qui a une grosse mise à jour également, avec 66 titres. Pareil hein, pour la psychosociaux, il y a des titres récents, mais il y a principalement des titres de fond aussi, qui ont été mis en ligne. Donc, ils sont présents ici. Il y a le bonheur d'être gaulois, par exemple. Clairvaux en guerre aussi. J'avais noté une affaire de possession qui m'avait intéressé au XVIIe siècle. Voilà, il est ici de Benoît Carnot. Après, il y a tous les autres titres. De toute manière, comme d'habitude, je vous communiquerai le lien vers ces listes d'éditeurs pour que vous puissiez aller voir les ouvrages qui ont été sélectionnés. Toujours sur les mises à jour éditeurs, et là on reste sur l'histoire, c'est les presses universitaires de Rennes, grosse mise à jour également avec les presses universitaires de Rennes, avec 75 titres, alors principalement des ouvrages récents qui datent de 2025-2026, mais j'ai repéré aussi des titres de fond auxquels on n'avait pas accès. Donc il y a 75 ouvrages. Il y avait Violence extrême et transgression en temps de guerre qui était présent ici, un sujet d'actualité. Histoire des handicaps à travers les siècles également. J'avais noté le Mont Saint-Michel dans la guerre de 100 ans également, ici. Et puis, guerre, trêve et paix aussi pour les médiévistes, qui est juste là. Puis après, il y a tous les autres ouvrages, évidemment, que vous retrouverez dans la sélection. Bréal nous a fait aussi une mise à jour de nouveautés pour le CAPES. Alors je les ai mis ensemble. Il y a 4 titres pour le CAPES en histoire et 1 en géographie. Donc, il y a 5 titres au total. Donc, on les a reçus courant mai. Ouais, c'est ça, fin mai. Donc, ils sont sortis d'ailleurs fin mai. Donc, on a commencé à les incorporer en ligne. Donc, les voici. Donc, il y a le 19e siècle français et le 20e siècle. La Grèce classique, Rome, République de l'Empire, première mondialisation, Renaissance, humanisme et réforme, les contacts et conflits en Méditerranée, société, église et pouvoir politique dans l'Occident médiéval. Et pour la partie géographie, celui qui concerne la géo, c'est géographie de la population, géographie urbaine et géographie rurale
pour le nouveau CAPES. Voilà un petit peu sur les mises à jour, les principales mises à jour au niveau des éditeurs. On va passer maintenant sur les petites sélections thématiques. Et on va commencer par l'art. Alors, j'ai fait une sélection de 6 titres autour de l'art. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Ellipse. Il est de Frédéric Platzer, qui est professeur agrégé d'éducation musicale. Donc, c'est un ouvrage tout public qui a pour but de donner la définition des termes musicaux les plus courants. Alors, ce sont des termes qui peuvent être utilisés par les musiciens et les spécialistes, mais souvent qui peut être un peu obscur pour le mélomane ou l'apprenti musicien. Donc, tous ces termes sont présents dans cet ouvrage. C'est déjà la 3e édition de ce titre. Le volume regroupe et explique les termes appartenant au monde de la musique dans sa globalité. On y trouvera aussi bien des allusions au monde de la musique classique, au jazz, au rock, et aussi ainsi que les musiques dites non occidentales. Donc on va retrouver tout ça dans cet ouvrage qui fait vraiment office de lexique avec plein de définitions dedans. C'est vraiment très bien construit. Donc pour les étudiants en musicologie, par exemple, ça peut être un ouvrage qui va être percutant pour se tenir à jour des termes. Autre titre que j'ai retenu pour la partie art, il est là, c'est Rock, Pop et Cinéma de Boris Rizek, c'est publié chez Le Mot et le Reste. Alors, l'auteur, il a étudié la littérature et la sémiologie. Il est également journaliste musical et cinématographique au magazine Rolling Stone. Et l'ouvrage sert à faire le point, justement, depuis les années 50, entre comment les musiques pop ont été incorporées dans le cinéma. Leur évolution, on pense au film avec Elvis, évidemment, dès les fins des années 50, début des années 60. Et donc, le livre s'étale sur 70 ans, je dirais, de vie musicale et cinématographique. On retrouve plein de genres cinématographiques dedans, aussi bien la comédie musicale, le documentaire que le biopic, ou des films plus traditionnels, et comment les musiques pop, que ce soit du rock, du hip-hop, etc., ont été incorporées dans ces films. Je pense aussi à Retour vers le futur, qui a une grosse bande originale qui est présente dedans. Donc, on parle vraiment de ça dans cet ouvrage. Donc, il y a 100 films qui sont analysés, la musique de 100 films qui est présentée dans ce titre. Alors, sur la partie art, retenez le petit lexique des termes musicaux, et puis rock, pop et cinéma. Et puis, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien que je vous communiquerai. Géographie. Géographie, pareil, 6 ouvrages, et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. On va commencer par le manuel de géographie quantitative, qui a été écrit par 3 auteurs. C'est publié chez Armand Collin, c'est la 2e édition, pardon. Et donc, il y a trois profs qui ont travaillé sur cet ouvrage, et 3 profs de géographie. Il y a tout d'abord Thierry Feuillet, qui est professeur à l'Université de Caen. Étienne Cossard, qui est, lui, professeur à l'Université de Savoie. Et enfin, Adrien Commange, qui est lui maître de conférence à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc un manuel qui a pour objectif d'apporter un cadre de lecture et d'analyse des données spatiales sous toutes leurs formes. Donc, l'ouvrage se met dans une démarche de modélisation applicable à tout type de données s'exprimant dans l'espace. Donc on trouve dedans les théories, les concepts et les définitions de la géographie quantitative. Il permet aux étudiants d'explorer les principales méthodes à connaître, donc des statistiques spatiales basiques aux techniques de modélisation spatiale les plus avancées. Et puis l'ouvrage comprend une 60aine de figures en couleur et d'applications empruntées à tous les champs de la discipline géographique. Et l'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, alors, qui fait écho à un ouvrage que je vous ai présenté la dernière fois pendant le webinaire du mois de mars sur le tourisme durable. Là, ça s'appelle Hypertourisme. C'est le tourisme à l'épreuve de sa démesure. C'est publié aux éditions Faubourg. C'est plus un essai, c'est un essai d'ailleurs, qui a été écrit par Rémi Nafou. Alors, Rémi Nafou est géographe, professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne. Et l'auteur, dans cet ouvrage, revient sur, évidemment, l'hypertourisme, qui est évidemment une exacerbation du tourisme poussé à son paroxysme,
l'hypertourisme repose sur une progression exponentielle et relève de la démesure. Donc, comme on est rentré dans l'ère du toujours plus, quelles sont les solutions que va nous apporter justement le tourisme durable à ce phénomène d'hypertourisme? Est-ce que le tourisme durable répond à tout? Est-ce qu'on peut limiter également l'hypertourisme? Donc, l'ouvrage peint vraiment ce phénomène et l'auteur nous invite davantage à réfléchir avec ce phénomène que contre ce phénomène, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Donc, comment maintenir un système touristique mondialisé qui serait justement soutenable, enfin même hyper mondialisé, qui serait soutenable. Donc, voilà ce qui est présent dans cet ouvrage, qui est, ma foi, bien écrit, qui va un peu à contre-courant de certaines pensées. Donc, c'est un ouvrage que je recommande pour aujourd'hui. Alors, sur la partie géographie, retenez le manuel de géographie quantitative chez Armand Collin et aux éditions Faubourg, l'hypertourisme. Et puis, comme d'habitude, les autres ouvrages sélectionnés, vous les retrouverez dans le petit lien que je vous communiquerai. Alors, j'ai quand même fait une sélection histoire, malgré tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les presses universitaires de Rennes et Imago. Et on va commencer dans ma petite sélection avec un ouvrage de chez Ellipse, c'est La Révolution française, 1789-1804, de Nicolas Soulas, dans la collection L'indispensable histoire. Alors, Nicolas Soulas, il est prof d'histoire dans le secondaire, mais également chargé de cours aux universités d'Avignon et de Nîmes. Et l'ouvrage fait justement un état des lieux des toutes premières contestations qui ont eu lieu en France dès la fin du XVIIIe siècle, au couronnement de Napoléon, et revient justement sur cette période de la Révolution française, qui est une période entre guillemets assez courte, où il se passe beaucoup de bouleversements, et des bouleversements très intenses, évidemment. Et donc, il y a une approche chronologique et thématique qui est présentée dans cet ouvrage, qui revient sur les grands enjeux de la période, donc les enjeux économiques, politiques, les enjeux au niveau des colonies, et qui va à contre-courant aussi de certaines idées reçues. Donc, il y a des focus aussi qui sont présentés sur la Terreur, sur Robespierre, la bataille de Valmy, le premier maire de Paris qui était Bailly, et qui apporte un éclairage nouveau ou particulier permettant au lecteur de découvrir ou redécouvrir les grandes figures incontournables de cette période. Alors, l'autre titre que j'ai retenu, qui s'appelle Parcelles d'histoire, Paris au Moyen-Âge, c'est de Hélène Noiset, c'est publié aux presses universitaires de Vincennes. Alors, Hélène Noiset est professeure d'histoire médiévale à l'université de Paris 8. Et dans cet ouvrage, l'autrice revient sur un ouvrage qui renouvelle l'approche de la morphologie urbaine parisienne à partir de plans, de textes et de vestiges archéologiques qui vont du 9e au 14e siècle. Donc, l'ouvrage permet de comprendre comment une modeste ville, construite sur la rive gauche d'un fleuve, est devenue la plus grande cité de l'Occident latin. Donc, ce livre met en valeur les éléments moteurs de la fabrique urbaine, comme l'influence sur le tissu urbain, les différents types d'églises qui ont été construites, les lotissements, et revient sur la parcellisation médiévale. Donc, toutes les formes d'urbanisme à l'époque médiévale sont présentées dedans. Donc, et les différentes sociétés qui ont peuplé la société parisienne, enfin la ville de Paris pendant cette période. Donc, c'est un ouvrage très complet, à base de parcelles, justement, de plans, etc., qui vont être présentés dans ce titre. Alors, sur la partie histoire, retenez La Révolution française, publié chez Ellipse, et aux presses universitaires de Vincennes, Parcelles d'histoire Paris au Moyen-Âge. Et évidemment, il y a les autres ouvrages que vous retrouverez dans ma sélection. Alors, lettres, le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est le premier de la liste, c'est les épreuves de lettres dans le supérieur, de Ariane Loraci. Donc, c'est publié chez Ellipse. Ariane Loraci enseigne la littérature dans le secondaire et assure également des cours de littérature et en méthodologie disciplinaire à l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg. C'est un ouvrage qui s'adresse donc
aux étudiants de lettres qui préparent un concours ou un examen universitaire. Donc, l'ouvrage propose une approche du commentaire composé, du commentaire comparé, de l'explication de texte ainsi que l'exercice dissertatif. Il articule techniques d'analyse, apport de la critique littéraire, panorama des mouvements esthétiques. Donc, il y a de nombreuses cartes mentales qui sont présentées dans l'ouvrage pour faciliter la mémorisation, ainsi que des exercices corrigés qui suivent une progression pédagogique en plusieurs niveaux. Voilà ce que je peux vous dire sur cet ouvrage sur les épreuves de lettres dans le supérieur. Et l'autre titre publié chez Armand Collin, c'est Introduction à la stylistique de Brigitte Buffard-Moret, qui est professeure de littérature à l'Université d'Artois. Donc, l'autrice revient à travers ce manuel sur ce qu'est l'analyse stylistique, qui fait partie intégrante de l'explication littéraire. Donc, on retrouve dedans l'interprétation d'un texte qui passe par une observation des procédés langagiers. Comment réussir une analyse stylistique? À quel moment, à quel élément textuel doit-on être attentif? Comment passer de l'observation formelle à l'interprétation sémantique? Donc, c'est à ces questions que répond ce manuel en proposant un exposé des notions fondamentales pour l'analyse stylistique. Donc, dedans, on retrouve des exemples avec des exemples littéraires et pas mal de commentaires interprétatifs également. Donc, pour la partie lettres, retenez les épreuves de lettres dans le supérieur et introduction à la stylistique, ainsi que les autres ouvrages que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. Philo, philosophie, il y a tout d'abord le manuel de logique, Introduction à la logique des dialogues, avec des exercices corrigés. C'est publié chez Ellipse. Alors, c'est de Zoé McConaughey, qui est maîtresse de conférences en logique et épistémologie au département de philosophie de l'Université de Lille. Donc, c'est un manuel qui constitue une introduction à la logique formelle contemporaine. Il est composé de cours, d'exemples détaillés et d'exercices corrigés. Il utilise le cadre de la logique des dialogues et peut être utilisé par des étudiants souhaitant approfondir leur formation avec une pluralité des logiques. Grâce à la logique des dialogues, la logique formelle est abordée sous forme de jeu avec des règles d'interaction qui définissent la signification des connecteurs. Hop. Et l'autre titre que j'ai sélectionné, qui est un peu plus grand public, c'est Les décisions impossibles, un voyage philosophique en 15 dilemmes essentiels. C'est publié chez Erol. L'ouvrage est de Charlotte Pétour, qui est professeure de philosophie et de culture générale en classe préparatoire. Et donc, à travers 15 dilemmes redoutables, situés aussi bien dans notre quotidien que dans des futurs proches ou imaginés, ce livre met à l'épreuve nos certitudes et nos intuitions les plus profondes. Donc, en croisant la pensée de grands auteurs classiques et contemporains avec des exemples issus de l'ASF, de la culture populaire ou de l'expérience ordinaire, l'autrice nous invite à philosopher autrement, de façon vivante et concrète. Donc, l'ouvrage répond à ces questions. Quelles sont les clés pour comprendre comment nous décidons? Pourquoi nous hésitons lors de nos décisions? Et que révèle chacun des choix que l'on fait? Et tout ça, ça s'appuie justement sur des concepts philosophiques d'auteurs classiques ou contemporains. En philo, donc, retenez Introduction à la logique des dialogues et puis Les décisions impossibles de chez Erol. Alors, psychosociaux, tchac, et je vais passer sur le premier titre, c'est Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. C'est publié chez Duno. C'est déjà la 6e édition de cet ouvrage qui a donc été mise à jour. C'est un ouvrage de Gustave Nicolas Fischer, qui est professeur honoraire de psychologie sociale à l'Université de Metz, donc l'Université de Lorraine. Donc, c'est une introduction à la psychologie sociale. L'ouvrage permet de comprendre et d'approfondir les notions essentielles de cette discipline. On retrouve dedans une introduction, évidemment, les approches et les théories de la psychologie sociale. Qu'est-ce que la relation sociale, l'influence sociale, ses représentations, la communication sociale, l'identité, le groupe,
les violences sociales et l'environnement social. Et l'ouvrage est évidemment agrémenté d'une bibliographie complète sur la psychologie sociale. L'autre titre, il est où? Il est ici. Tac. Il est publié aux presses de l'université de Vincennes, presse universitaire de Vincennes. C'est Penser l'enfant comme individu, un défi sociologique. L'ouvrage est de Ghislain Leroy, qui est professeur des universités à l'université de Paris-Sorbonne et professeur de sociologie. Alors, l'ouvrage a été écrit sous sa direction, pardon. Donc l'ouvrage dépeint justement l'évolution de l'enfant comme acteur social depuis les théories depuis 30 ou 40 ans maintenant. Donc depuis une approche centrée sur son modelage et sa différenciation qui s'est imposée, donc on retrouve dedans les courants, comment penser l'enfant comme individu. Donc 12 sociologues et anthropologues ont travaillé sur cet ouvrage qui, à travers des réflexions épistémologiques et des terrains variés, interroge la socialisation contemporaine et les formes d'action propres aux enfants. Donc, dedans, on retrouve l'enfant individu à l'école et l'enfant individu dans la famille et la société. Donc, sur la partie psychosociaux, retenez les concepts fondamentaux de la psychologie sociale ou Penser l'enfant comme individu aux presses universitaires de Vincennes, et que vous retrouverez également les autres ouvrages de la sélection. Et pour terminer, sciences de l'éducation, pareil, j'ai sélectionné 6 titres. Et le premier titre est publié chez Duno. C'est la motivation scolaire, comprendre ses mécanismes pour intervenir efficacement. C'est de Anne Philippon, qui est professeure agrégée d'histoire et de géographie, formatrice dans l'Académie de Versailles sur la thématique de la motivation scolaire. Alors, l'ouvrage donc revient sur la motivation scolaire, c'est un terme vraiment central de cet ouvrage. Donc, comment concevoir des séquences basées sur des principes favorisant la motivation des élèves, comprendre pourquoi, malgré les investissements et les efforts, les élèves sont démotivés, quels leviers pour qu'ils s'engagent et retrouvent le plaisir d'apprendre, quelles pistes et outils simples et adaptés à la réalité du terrain, quelles sont les multiples théories motivationnelles. Donc l'ouvrage est découpé en 4 grandes parties qui sont en 20 chapitres pour comprendre toutes les clés justement de la motivation à l'école. Toujours chez Duno, il y a le guide de la bientraitance scolaire de l'élève en situation de handicap. Donc il y a 2 autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et tout d'abord Florence Balitou, qui est psychologue à l'Éducation nationale, et Marie-Pierre Leton, qui est psychologue de l'Éducation nationale également, mais enseignante-chercheur à l'Université de Paris-Cergy. Et donc, l'ouvrage fait un état des lieux sur plusieurs choses. Tout d'abord, organiser l'accueil des élèves handicapés en situation de handicap en milieu scolaire. Comment ça s'organise, comment accueillir les élèves, quels sont les dispositifs qui sont clés en main pour les familles et les enfants, comment monter un dossier, et puis toute la procédure d'accueil de l'enfant justement à l'école pour qu'il soit le plus à l'aise possible, qu'il soit le mieux possible et qu'il puisse faire sa scolarité le plus sereinement possible. Donc c'est un petit guide qui peut être sympa pour les psychologues d'une part, et puis pour les enseignants, les futurs enseignants, pour comprendre comment on peut accueillir au mieux ces enfants. Donc sur la partie sciences de l'éducation, retenez la motivation scolaire et puis guide de la bientraitance scolaire de l'élève en situation de handicap. Donc 2 ouvrages publiés chez Duno. Et évidemment, il y a les autres ouvrages que je vous enverrai dans le petit lien dans la sélection que je vous enverrai. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant pour vous, qu'il y avait pas mal de choses qui ont été intéressantes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de revenir vers moi par retour de mail, il n'y a pas de problème. Je vous envoie tous les liens
dans fin de matinée pour que vous puissiez retrouver toutes les sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Concernant YouTube, hein, je vous rappelle, la vidéo sera en ligne dans quelques semaines, parce qu'on fait un petit montage dessus auparavant. Voilà. On se retrouve le 16 octobre pour les sciences humaines. Et si vous voulez souhaiter assister à la séance consacrée aux sciences, elle est dans 15 jours. Alors, pour mémoire, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite de bonnes vacances si on n'échange pas d'ici là. Je vois qu'il y a une petite question concernant les URL sur la nouvelle plateforme Quantook. Pour l'instant, de mon côté, je n'ai pas d'informations précises à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer par email cette question et je la ferai suivre à la personne concernée. Merci à vous et puis une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.